Août 1570. Les galères ottomanes apparaissent à l'horizon de Chypre. À bord, plus de 100 000 hommes. Leur objectif, conquérir l'île pour Sélim II, le sultan surnommé l'Ivrogne. Face à cette tempête humaine, Venise dispose de deux places fortes, Nicosie, la capitale, et Famagouste, le port stratégique. En 2 mois, Nicosie tombe, 21 000 habitants massacrés. Mais Famagouste va devenir le théâtre d'une résistance qui entrera dans la légende. 11 mois d'un siège qui défie toute logique militaire. 7 000 défenseurs contre une armée ottomane qui grossit jusqu'à atteindre des proportions démesurées. L'île de Chypre occupe une position unique en Méditerranée orientale. À 2000 km de Venise, mais à portée de voie des côtes ottomanes, l'île représente le dernier bastion vénitien dans cette partie du monde. Depuis le Moyen Âge, Venise contrôle cette possession stratégique qui lui permet de surveiller les routes commerciales entre l'Orient et l'Occident. Mais en 1570, la situation devient intenable. Sélim II monte sur le trône ottoman et contrairement à son père Soliman le Magnifique, ce nouveau sultan n'a aucune patience diplomatique. Il veut Chypre et il la veut maintenant. Les Vénitiens savent qu'une invasion se prépare. Depuis les années 1560, ils ont modernisé les fortifications de leur ville principale. L'architecte militaire Michele San Micheli a transformé Famagouste en forteresse quasi imprenable. Des murs épais de 8 mètres, hauts de 15 mètres, protégés par des fossés profonds et 4 bastions massifs. La ville possède aussi le seul véritable port aménagé de l'île, capable d'accueillir une dizaine de galères. C'est là que réside toute la stratégie vénitienne, tenir suffisamment longtemps pour que les renforts arrivent de la métropole. Mais Venise fait face à un dilemme terrible. La République est avant tout une puissance commerciale. Ces marchands font des affaires lucratives avec l'Empire ottoman. Une guerre totale signifierait la ruine économique. Alors que le pape Pie V appelle à une croisade contre les Turcs, les dirigeants vénitiens hésitent, tergiversent, espèrent une solution diplomatique. Cette indécision va coûter cher aux garnisons de Chypre. Le 3 juillet 1570, l'armée de Lala Mustafa Pacha débarque sur les plages de Chypre. Le 5e vizir de Sélim II commande une force impressionnante transportée par une flotte de plusieurs centaines de navires. Les soldats vénitiens, enfermés dans Nicosie et Famagouste, regardent impuissants cette marée humaine s'installer sur leur île. Ils n'interviennent pas pour perturber le débarquement, une erreur stratégique monumentale qui leur coûtera tout. Lala Mustafa est un stratège calculateur. Il commence par s'adresser aux Grecs de l'île, majoritaires parmi la population. Leur offre est simple, jurez fidélité au sultan et vous serez épargnés. La domination vénitienne sur Chypre n'a jamais été populaire auprès des Grecs orthodoxes. Beaucoup acceptent l'offre ottomane. Cette alliance locale facilite grandement la conquête. Le général ottoman décide de frapper d'abord Nicosie, la capitale. La ville possède des fortifications modernes, mais cruellement sous-équipées. Sur les remparts, environ 13 000 hommes tentent de défendre une enceinte trop longue pour leurs effectifs. Parmi eux, 5 000 soldats italiens professionnels, encadrés par une cinquantaine de capitaines et 260 sous-officiers. Le reste se compose de miliciens locaux, d'auxiliaires mal formés, de civils armés à la hâte. Face à eux, Lala Mustafa dispose d'une écrasante supériorité numérique. Le siège de Nicosie devient une leçon de guerre moderne. Les Ottomans creusent des tranchées d'approche, comblent méthodiquement les fossés devant 4 bastions, installent leurs batteries d'artillerie. Le bombardement pilonne jour et nuit les défenses vénitiennes. Puis vient l'assaut final, le 9 septembre 1570. Les janissaires, l'élite de l'infanterie ottomane, déferlent par les brèches ouvertes dans les murailles. La garnison se bat jusqu'au dernier homme, mais la partie est perdue d'avance. Ce qui suit glace le sang. Pendant 3 jours, les soldats ottomans massacrent méthodiquement la population. Plus de 20 000 personnes périssent dans l'orgie de violence qui suit la prise de la ville. Les survivants sont réduits en esclavage. Le gouverneur Niccolò Dandolo est décapité. Sa tête tranchée et putréfiée sera envoyée à Famagouste comme message d'intimidation. Lala Mustafa veut briser le moral des derniers défenseurs vénitiens avant même de commencer le siège de leur ville. Pendant plus de 30 ans après, le marché aux esclaves de l'Empire ottoman sera alimenté par les captifs de Nicosie.
des familles entières dispersées à travers les territoires du sultan. Certains parviendront à racheter leur liberté. D'autres mourront en captivité. Cette brutalité calculée fait partie de la stratégie ottomane. Terroriser les adversaires pour les contraindre à capituler rapidement. Quand la nouvelle du massacre de Nicosie parvient à Famagouste, la population comprend qu'aucune pitié ne sera accordée. Marco Antonio Bragadin, le gouverneur nommé capitaine du royaume de Chypre en 1569, prend les choses en main. Ancien avocat devenu militaire, Bragadin a 47 ans. Il connaît les fortifications de sa ville mieux que personne, puisqu'il a supervisé leur modernisation. À ses côtés, le commandant militaire Astore Baglioni amène une expertise tactique précieuse. Les défenseurs de Famagouste comptent environ 8500 hommes au début du siège, bien que certaines sources parlent de 13 000 en incluant tous les auxiliaires et civils armés. Parmi eux, une majorité de Chypriotes grecs et italiens. Contrairement à Nicosie, où les fièvres des marais ont décimé une partie des troupes avant même les combats, Famagouste bénéficie d'un climat plus sain. La ville dispose aussi de 90 pièces d'artillerie, 50 artilleurs professionnels et 400 arquebusiers, mais surtout, Famagouste possède les meilleures fortifications de toute la Méditerranée orientale. Le bastion Martinengo, chef-d'œuvre de l'architecture militaire, permet de couvrir les deux flancs de la muraille avec des tirs croisés dévastateurs. Les fossés qui entourent l'enceinte mesurent plus de 10 mètres de profondeur. Les murs, construits selon les dernières techniques de l'époque, sont conçus pour absorber les impacts d'artillerie plutôt que d'y résister frontalement. Chaque bastion forme une saillie qui permet de prendre en enfilade les assaillants. Le 22 août 1570, les avant-gardes ottomanes arrivent devant Famagouste. Mais Lala Mustafa ne lance pas immédiatement l'assaut. Il détache seulement 2000 cavaliers pour surveiller les accès à la ville. Le gros de son armée consolide d'abord le contrôle du reste de l'île. Le général ottoman craint qu'une flotte de secours vénitienne ne débarque pendant qu'il assiège Famagouste. Cette prudence donne aux défenseurs un répit inespéré. Le 22 septembre, le blocus devient complet. Les premiers affrontements commencent, les janissaires tentent des assauts frontaux. La cavalerie vénitienne, utilisant sa mobilité supérieure à l'intérieur du périmètre défensif, contre-attaque avec succès et repousse les attaquants. Lala Mustafa comprend rapidement qu'il ne prendra pas Famagouste par un simple coup de force. Il ordonne l'installation de 25 canons et 4 grosses bouches à feu. Le bombardement systématique commence. Vers la mi-octobre, le commandant ottoman tente une approche plus diplomatique. Il envoie au gouverneur Bragadin une invitation à se rendre, accompagnée d'un sac de perdrix comme cadeau. Bragadin refuse poliment, mais fermement. Irrité par ce refus, Lala Mustafa passe à une méthode moins courtoise. Il fait livrer à Famagouste la tête tranchée et putréfiée de Niccolò Dandolo, le malheureux gouverneur de Nicosie. Le message est clair. Voici le sort qui vous attend. L'effet est exactement inverse de celui escompté. Loin de briser le moral des défenseurs, cette macabre livraison les galvanise. Bragadin fait enterrer la tête avec tous les honneurs militaires. Puis il réunit ses officiers et la population. Son discours est direct. Les Ottomans ne leur laisseront aucune chance s'ils se rendent. Leur seul espoir de survie réside dans la résistance jusqu'à l'arrivée des secours promis par Venise. Tous acceptent de se battre. Les mois qui suivent voient les deux camps s'installer dans une guerre d'usure. Les Vénitiens ont un avantage crucial. Ils connaissent chaque pierre de leur fortification et peuvent réparer rapidement les dégâts causés par l'artillerie ottomane. Bragadin et Baglioni organisent un système de défense remarquablement efficace. Ils maximisent l'utilisation de leurs maigres effectifs en les déplaçant constamment selon les besoins, créant l'illusion qu'ils disposent de bien plus d'hommes. Les défenseurs développent aussi une tactique d'incursion surprise qui terrorise les assiégeants. Profitant de l'obscurité, de petits groupes de soldats vénitiens sortent par des passages secrets appelés gatoli, des tranchées sinueuses qui leur permettent de se faufiler hors de la ville sans être détectés. Ils frappent le campement ottoman, tuent des sentinelles, sabotent du matériel, puis disparaissent avant que l'ennemi ne puisse réagir. Ces raids audacieux infligent des pertes considérables et sapent le moral des troupes turques. Dans l'une de ces sorties nocturnes, les Vénitiens accomplissent un exploit extraordinaire. Ils parviennent à voler la bannière de Nicosie
que les Ottomans brandissent fièrement devant Famagouste comme symbole de leur victoire. Ce trophée arraché à l'ennemi devient un symbole de résistance pour les défenseurs. Il prouve que même face à une armée démesurée, l'audace et le courage peuvent faire la différence. Les Vénitiens utilisent aussi la guerre psychologique. Ils empoisonnent les puits extérieurs utilisés par l'armée ottomane, causant maladies et morts dans les rangs ennemis. À plusieurs reprises, ils font croire qu'ils ont évacué certaines sections de la muraille, poussant les Turcs à s'approcher sans précaution. Puis, au moment où les assaillants pensent pouvoir entrer facilement, les batteries vénitiennes ouvrent le feu à bout portant, infligeant des pertes énormes. Lala Mustafa voit sa frustration grandir à chaque tentative repoussée. Le siège qu'il pensait régler en quelques semaines s'éternise. Pire encore, sa réputation commence à souffrir. 6 ans plus tôt, en 1565, il a participé au grand siège de Malte qui s'est soldé par une défaite humiliante pour les Ottomans. 500 chevaliers de Saint-Jean et 3000 soldats ont résisté à 120 000 Turcs pendant des mois. Cette défaite a marqué l'échec de l'expansionnisme ottoman en Méditerranée centrale. Si Lala Mustafa échoue aussi à Famagouste, sa carrière est terminée. Le sultan pourrait même ordonner son exécution pour incompétence. Cette pression pousse le général ottoman à demander des renforts massifs. En novembre et décembre 1570, de nouvelles troupes affluent vers Chypre. L'armée assiégeante atteint des proportions gigantesques. Certaines sources parlent de 250 000 hommes autour de Famagouste à l'apogée du siège, un chiffre probablement exagéré, mais qui témoigne de l'effort colossal consenti par l'Empire ottoman. La disproportion devient ahurissante. Environ 30 soldats ottomans pour chaque défenseur vénitien. Pourtant, malgré cette supériorité écrasante, Famagouste tient. L'hiver rend les opérations militaires difficiles. Les pluies transforment le terrain autour de la ville en bourbier. Les maladies commencent à frapper le camp ottoman où les conditions sanitaires se dégradent. Les défenseurs, protégés par leurs murs et disposant encore de vivres, passent ces mois dans une attente anxieuse. Ils scrutent l'horizon maritime, espérant voir apparaître les voiles des galères vénitiennes qui leur apporteront secours et ravitaillement. Le 26 janvier 1571, alors que le moral des assiégés commence à fléchir, un miracle se produit. 16 galères vénitiennes commandées par Marcantonio Cherini forcent le blocus naval ottoman et pénètrent dans le port de Famagouste. À leur bord, 1600 soldats frais ainsi que des vivres et des munitions. Parmi ces renforts se trouve le fils de Gianantonio Cherini, venu se battre aux côtés de son père. L'arrivée de ces secours galvanise les défenseurs qui comprennent que Venise ne les a pas abandonnés. En mars 1571, un second convoi réussit l'exploit de traverser le blocus ottoman. 800 hommes supplémentaires rejoignent la garnison. Ces renforts portent les effectifs défenseurs à leur maximum, mais c'est aussi le dernier ravitaillement que Famagouste recevra. Les négociations pour former la Sainte Ligue, une alliance des puissances catholiques contre les Ottomans, traînent en longueur. L'Espagne hésite. Le pape Pie V s'impatiente. Venise se trouve prise entre son désir de sauver Famagouste et sa crainte de s'engager dans une guerre totale contre l'Empire ottoman. Cette hésitation politique condamne les défenseurs de Famagouste à leur sort. Aucun autre secours ne viendra. Les assiégés le comprennent, mais continuent de résister, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et parce que l'honneur l'exige. Ils ont donné leur parole de tenir jusqu'au bout. Marco Antonio Bragadin sait que chaque jour gagné permet peut-être aux diplomates d'organiser une réponse coordonnée contre les Ottomans. Début avril 1571, après un hiver d'attente, Lala Mustafa décide de frapper un grand coup. Pendant les mois de pause opérationnelle, ses ingénieurs ont installé une artillerie formidable, 85 canons et plusieurs énormes basiliques en bronze capables de projeter des boulets massifs à grande distance. L'armée ottomane a aussi creusé un réseau complexe de tranchées d'approche qui serpentent vers les murs de Famagouste. Le bombardement qui débute dépasse en intensité tout ce que la ville a connu. Jour et nuit, les canons turcs crachent leur feu. Les murs tremblent sous l'impact répété des boulets. Des sections entières de la muraille s'effondrent. La ville devient progressivement un amas de ruines. Les habitants se terrent dans les caves, priant pour que leur maison ne soit pas la prochaine touchée. Mais les Vénitiens ont une arme secrète, leur ingéniosité. Ils ont développé des techniques de contremine qui leur permettent de détecter et neutraliser
les tentatives ottomanes de creuser des tunnels sous leurs murailles. Chaque fois que les sapeurs turcs avancent sous terre, espérant placer des charges explosives sous les fondations, les défenseurs forment à leur tour et les interceptent. Des combats souterrains apocalyptiques se déroulent dans l'obscurité totale, à coups de pics et de couteaux. Les Ottomans tentent aussi de combler l'extérieur de l'enceinte avec de la terre jusqu'au sommet des fortifications, créant ainsi des rampes d'assaut. Cette technique permet théoriquement aux attaquants de marcher directement jusqu'au haut des murs sans avoir à utiliser des échelles. Mais les Vénitiens ripostent en organisant des sorties pour détruire ces travaux pendant la nuit. Chaque mètre cube de terre péniblement accumulé par les Ottomans est dispersé par les raids nocturnes vénitiens. Le 20 mai 1571 apporte enfin une nouvelle encourageante. Les royaumes catholiques ont formé la Sainte Ligue. Le pape Pie V a réussi à convaincre l'Espagne, Venise, les États pontificaux, Gênes, Savoie et l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem de s'unir contre la menace ottomane. Une flotte de combat doit être rassemblée pour frapper les Turcs. À Famagoust, cette annonce redonne espoir. Les défenseurs épuisés trouvent la force de tenir encore un peu plus. Mais la réalité militaire devient de plus en plus sombre. Les pertes s'accumulent. Les soldats valides se font rares. Les blessures non soignées s'infectent. Les privations affaiblissent les organismes. La fatigue chronique ralentit les réflexes. Chaque assaut ottoman cause des pertes que la garnison ne peut plus remplacer. Pourtant, il continue de repousser les attaques avec un acharnement désespéré. En juillet 1571, les Ottomans parviennent enfin à ouvrir une large brèche dans les fortifications. L'armée turque s'engouffre dans l'enceinte, persuadée que la victoire est à portée de main. Mais les Vénitiens ont préparé des positions de repli. Ils contre-attaquent avec une furie qui surprend les assaillants. Dans un combat rapproché brutal, à l'arme blanche et à bout portant, ils repoussent les Turcs hors de la brèche. Cette victoire défensive coûte cher en vies humaines, mais elle prouve que Famagoust ne tombera pas facilement. Ce revers infurie Lala Mustapha. Il a perdu son propre fils dans l'une de ces innombrables offensives sanglantes. La douleur personnelle se mêle à la rage professionnelle. Fin juillet, il ordonne le plus intense bombardement depuis le début du siège. Pendant plusieurs jours, les canons ottomans déversent un déluge de fer et de feu sur la ville martyre. La tour nord est en grande partie détruite. Les murs qui ont résisté 11 mois commencent à céder sous le pilonnage incessant. Début août 1571, la situation devient intenable. Les soldats encore valides ne sont plus que 700. La plupart sont blessés, affaiblis par les privations, au bord de l'épuisement total. Les munitions touchent à leur fin. Les vivres sont presque épuisés. Les murs ne peuvent plus être réparés assez vite. Astorre Baglioni et le colonel Martinengo, les deux principaux commandants militaires, convoquent un conseil de guerre. Leur conclusion est sans appel. Continuer à se battre ne servirait plus à rien. Ce serait condamner la population restante à un massacre certain. Marco Antonio Bragadin préside cette réunion avec le cœur lourd. Il sait depuis le début comment cette histoire va se terminer. Il a vu la tête de Niccolò Dandolo. Il connaît la cruauté dont les Ottomans peuvent faire preuve envers ceux qui leur résistent trop longtemps. Mais la population civile survivante fait pression pour qu'il accepte de négocier. Ces gens ont tout perdu, leurs maisons, leurs biens, souvent des membres de leur famille. Ils veulent juste survivre. Le 31 juillet 1571, Bragadin envoie des émissaires à Lala Mustapha pour demander les conditions d'une capitulation. Les négociations durent plusieurs jours. Le 4 août, un accord est conclu. Mehmed Pacha Sokolovic, qui commande la flotte ottomane, garantit personnellement aux chefs vénitiens d'avoir la vie sauve, ainsi que tous les habitants survivants. La garnison pourra partir pour la Crète avec les honneurs militaires. La population civile sera épargnée et pourra choisir entre rester sous domination ottomane ou partir. Le traité prévoit aussi que les défenseurs pourront conserver leurs armes personnelles pendant l'évacuation, un honneur rare accordé uniquement aux adversaires ayant fait preuve d'un courage exceptionnel. 5 navires vénitiens doivent transporter les soldats et les civils qui souhaitent partir. Bragadin accepte ces conditions. Le 4 août 1571, après 11 mois de résistance héroïque, Famagoust ouvre ses portes. Pendant quelques jours, l'accord semble respecté. Les défenseurs commencent à rassembler leurs affaires
et les civils se préparent au départ. Puis, le 9 août, tout bascule. Lala Mustafa convoque les commandants vénitiens à une entrevue dans son quartier général. Bragadin s'y rend avec une petite escorte, persuadé que cette rencontre scellera officiellement la fin du siège. L'atmosphère se tend rapidement. Lala Mustafa accuse les Vénitiens d'avoir massacré des prisonniers musulmans pendant le siège. Bragadin tente d'expliquer que les exécutions de prisonniers font partie des dures réalités d'un siège où les provisions manquent. Le général ottoman, que la mort de son fils et les longues frustrations du siège ont rendu impitoyable, explose de rage. Il déclare que les garanties de sécurité sont annulées. Ce qui suit reste l'une des trahisons les plus infâmes de l'histoire militaire. Astorre Baglioni est immédiatement tué. Le colonel Martinengo est pendu sur le champ. La garde personnelle de Bragadin est massacrée. Le gouverneur vénitien est arraché de sa monture et jeté en prison. La milice ottomane, libérée de toute contrainte, se répand dans Famaguste et se livre à un saccage en règle. Des milliers de civils qui pensaient être protégés par le traité de reddition sont tués ou réduits en esclavage. Marco Antonio Bragadin subit 2 semaines de tortures atroces. On lui coupe les oreilles. Il est enfermé dans une cage minuscule exposée au soleil brûlant d'août, ne recevant que de maigres rations d'eau et de nourriture. Les soldats ottomans le raillent, crachent sur lui, le frappent à travers les barreaux. Ses blessures s'infectent dans la chaleur étouffante. La gangrène commence à ronger ses plaies non soignées. Le 17 août 1571, 13 jours après la reddition, Bragadin est traîné hors de sa cage pour le dernier acte de son martyre. On le force à porter des sacs remplis de terre et de pierres, le promenant autour des remparts qu'il a si brillamment défendus. Puis il est attaché à une chaise et hissé à la vergue du navire amiral turc où les marins le couvrent d'insultes. Enfin, sur la place principale de Famaguste, devant une foule de soldats ottomans ivres de victoire, Marco Antonio Bragadin est attaché nu à une colonne. Le supplice qui suit glace le sang. Les bourreaux commencent à écorcher vif le gouverneur vénitien. Ils détachent méthodiquement sa peau de son corps, partant du haut et descendant lentement. Certains témoins rapportent que Bragadin ne pousse pas un cri, refusant de donner à ses tortionnaires la satisfaction de l'entendre hurler. D'autres disent qu'il récite des prières jusqu'à ce que la douleur lui ôte l'usage de la parole. Le supplice dure plusieurs heures avant que la mort ne le libère enfin. Le corps démembré de Bragadin est ensuite équarri et ses membres distribués comme trophées aux différents corps d'armée ottomans. Sa peau est bourrée de paille et recousue pour reconstituer vaguement une forme humaine. On la revêt de ses insignes militaires et on la promène sur le dos d'un bœuf dans les rues de Famaguste, dans une parodie grotesque de triomphe. Puis ce macabre trophée, accompagné des têtes coupées du général Alvise Martinengo, de Gianantonio Cherini et du châtelain Andrea Bragadin, est hissé sur la hampe de la galère personnelle de Lala Mustafa Pacha. Le convoi naval met le cap sur Constantinople pour présenter ces horribles trophées au sultan Sélim, d'eux comme preuve de la victoire. La peau de Bragadin sera exposée dans l'arsenal impérial pendant 9 ans, témoignage sinistre du prix payé par ceux qui osent défier l'Empire ottoman. Mais cette histoire macabre connaîtra un épilogue inattendu. En 1580, un esclave vénitien nommé Gerolamo Polidori travaille dans l'arsenal de Constantinople. Ancien marin capturé lors d'un engagement naval, il a passé des années en servitude mais n'a jamais oublié qu'il est vénitien. Quand il découvre que la peau de Marco Antonio Bragadin est conservée dans un tonneau de nourriture dans un coin de l'arsenal, il décide de tenter l'impossible. Polidori élabore un plan audacieux. Il commence par soudoyer certains gardiens, utilisant les maigres économies accumulées pendant ses années de captivité. Il observe les rotations des gardes, note les moments où la surveillance se relâche, repère les accès moins contrôlés. Puis, profitant d'une nuit de confusion causée par un incendie dans un autre quartier du port, il s'empare du tonneau contenant les restes de Bragadin. La fuite vers un navire prêt à appareiller pour Venise tient du miracle. Polidori doit franchir plusieurs contrôles, éviter les patrouilles, traverser des zones où un esclave n'a aucune raison de se trouver. Il utilise tous les subterfuges possibles, se cachant dans des cargaisons, se faisant passer pour un porteur au service d'un marchand. À plusieurs reprises, il frôle la capture.
Mais la chance et son courage désespéré le servent. Il parvient finalement à embarquer sur un navire marchand qui lève l'ancre avant que l'alarme ne soit donnée. Des jours durant, il reste caché dans la cale, terrifié à l'idée qu'un navire ottoman ne les rattrape. Mais le voyage se déroule sans incident et le navire atteint Venise. Gerolamo Polidori débarque avec son précieux et macabre fardeau, accomplissant ainsi l'une des récupérations de reliques les plus audacieuses de l'histoire. En 1580, la peau de Marco Antonio Bragadin est inhumée avec tous les honneurs dans l'église Saint-Grégoire à Venise. En 1596, elle est transférée dans la basilique Saint-Jean et Paul, où elle repose encore aujourd'hui dans une urne. Chaque année, des Vénitiens viennent rendre hommage au héros qui a défendu leur ville insulaire pendant 11 mois contre des forces écrasantes. Sa peau martyrisée est devenue une relique sacrée, symbole du sacrifice ultime pour la patrie. 1 mois et demi après la chute de Famagouste, le 7 octobre 1571, la Sainte Ligue affronte enfin la flotte ottomane dans le golfe de Lépante. Don Juan d'Autriche, le demi-frère du roi d'Espagne Philippe II, commande une armada de 206 galères et 6 énormes galéas. Ces forteresses flottantes armées chacune de plus de 40 canons. Face à lui, Ali Pacha Moedzine dispose de 230 galères et 70 galiotes. La flotte chrétienne embarque près de 29 000 soldats, dont les redoutables tercios espagnols, l'infanterie la plus crainte d'Europe. Les arquebusiers de ces unités d'élite possèdent une précision mortelle qui fera la différence dans la bataille à venir. Côté ottoman, 31 000 soldats et 50 000 marins, dont de nombreux esclaves chrétiens forcés de ramer, s'apprêtent au combat. Les deux flottes se font face dans le golfe. Au moment critique où Don Juan craint que les vents ne l'empêchent de former sa ligne de bataille, les éléments se mettent miraculeusement à tourner en sa faveur. Les navires chrétiens se déploient. Augustin Barbarigo commande l'aile gauche, Gianandrea Doria et Marcantonio Colonna l'aile droite et le centre, Don Juan au milieu. La bataille qui s'ensuit devient l'un des plus grands affrontements navals de l'histoire. Pendant des heures, les galères s'abordent, les soldats s'entretuent à coups d'épée et de pique, les arquebusiers tirent à bout portant, le sang coule sur les ponts glissants. Les 6 galéas vénitiennes, ces monstres d'artillerie flottants, sèment la destruction dans les rangs ottomans. Leurs canons lourds fracassent les coques des galères turques, envoyant des centaines d'hommes par le fond. La flotte ottomane se désintègre progressivement. Seules les troupes d'Ulujali parviennent à s'échapper avec peu de pertes. Plus de 130 navires ottomans sont capturés, 50 coulés. Les Turcs perdent 30 000 hommes dans cette bataille apocalyptique. Les pertes de la Sainte Ligue s'élèvent à 7 500 morts, un tribut sanglant mais considérablement inférieur aux pertes ennemies. La victoire de Lépante résonne comme un coup de tonnerre dans toute l'Europe. Après des décennies d'expansion ottomane apparemment irrésistible, après la chute de Constantinople en 1453, après des générations de terreur devant l'avancée turque, les chrétiens ont enfin infligé une défaite majeure à l'Empire ottoman. Le mythe de l'invincibilité ottomane vole en éclats. La Méditerranée ne sera plus jamais un lac ottoman. Mais cette victoire a été rendue possible par le sacrifice de Famagouste. Les 11 mois de résistance acharnée ont immobilisé l'immense flotte ottomane autour de Chypre. Pendant tout ce temps, les navires turcs n'ont pas pu opérer ailleurs en Méditerranée. Cette pause opérationnelle a donné aux puissances chrétiennes le temps nécessaire pour surmonter leurs divisions, négocier les termes de la Sainte Ligue, rassembler leur flotte, s'organiser. Si Famagouste était tombé rapidement comme Nicosie, la flotte ottomane aurait été libre de frapper les côtes italiennes ou espagnoles pendant l'été 1571. Elle aurait pu disperser les forces chrétiennes avant qu'elles ne se concentrent. La bataille de Lépante n'aurait peut-être jamais eu lieu, ou se serait déroulée dans des conditions beaucoup moins favorables pour les chrétiens. Dans ce sens très réel, le martyre de Marco Antonio Bragadin et de ses compagnons n'a pas été vain. Leur sang a acheté le temps nécessaire à la victoire de Lépante. Le siège de Famagouste démontre plusieurs vérités militaires fondamentales qui résonnent encore aujourd'hui. D'abord, la supériorité numérique écrasante ne garantit pas la victoire. 250 000 Ottomans ont mis 11 mois à vaincre moins de 10 000 défenseurs. Ce rapport de force déséquilibré devrait normalement produire une victoire en quelques semaines.
Mais la qualité des fortifications, la compétence des commandants, la motivation des troupes et l'ingéniosité tactique peuvent compenser des infériorités numériques ahurissantes. Ensuite, le siège illustre l'importance cruciale du moral dans les conflits prolongés. Les Vénitiens savaient dès le départ qu'ils étaient probablement condamnés. Ils ont vu le sort réservé aux habitants de Nicosie. Ils ont reçu la tête putréfiée de Niccolò Dandolo comme avertissement. Pourtant, ils ont continué de se battre avec une détermination inébranlable. Cette résistance psychologique a surpris et frustré les Ottomans qui s'attendaient à une capitulation rapide. Le siège montre aussi les limites de la puissance brute. L'Empire ottoman a mobilisé des ressources colossales pour conquérir Famaguste, des dizaines de milliers de soldats, des centaines de navires, d'innombrables tonnes de poudre et de boulets. Le coût financier et humain de cette campagne a été astronomique. Les pertes ottomanes pendant les 11 mois se comptent par dizaines de milliers. Pour un empire même aussi vaste que celui des sultans, de tels sacrifices ne peuvent pas être répétés indéfiniment. Sur le plan tactique, Famaguste devient un cas d'école de défense active. Les Vénitiens n'ont pas simplement attendu derrière leurs murs que les Ottomans les démolissent. Ils ont constamment harcelé l'ennemi avec des raids nocturnes, détruit ses travaux de siège, saboté son matériel, perturbé son repos. Cette défense agressive a multiplié les pertes ottomanes et prolongé considérablement la durée du siège. L'importance de l'ingénierie militaire ressort aussi clairement. Les fortifications conçues par Michele Sanmicheli ont tenu pendant 11 mois de bombardements intensifs. Sans ces défenses modernes, Famaguste serait tombé aussi rapidement que Nicosie. L'architecture militaire de la Renaissance, avec ses bastions angulaires, ses murs inclinés pour dévier les boulets, ses fossés profonds, représentait le sommet de la technologie défensive de l'époque. Mais le siège révèle aussi les dangers de l'abandon stratégique. Venise a sacrifié sa garnison de Famaguste par indécision politique. La République voulait éviter une guerre totale avec les Ottomans pour protéger ses intérêts commerciaux. Cette hésitation a condamné des milliers d'hommes à se battre et mourir seuls, sans espoir réel de secours. La trahison n'est pas seulement venue de Lala Mustafa après la reddition, elle a commencé avec l'abandon de Famaguste par sa propre métropole. Aujourd'hui, les remparts de Famaguste se dressent encore dans la partie nord de Chypre. Ces murailles massives, scarifiées par les impacts de boulets, témoignent silencieusement de l'intensité des combats de 1571. On peut marcher sur certaines sections des fortifications et mesurer leur épaisseur impressionnante, comprendre comment elles ont pu résister si longtemps. Le bastion Khanbulat porte désormais le nom d'un général ottoman, Khanbulat Bey, qui périt vaillamment en chargeant les remparts à cheval pendant le siège. Ce renommage illustre une vérité historique importante. Même les vainqueurs ont reconnu le courage extraordinaire déployé des deux côtés. Les Ottomans ont payé un prix terrible pour leur victoire. Des dizaines de milliers de leurs meilleurs soldats sont morts sous les murs de Famaguste. Le fils de Lala Mustafa compte parmi les victimes. Dans les églises vénitiennes, des plaques commémoratives rappellent le sacrifice des défenseurs de Famaguste. La basilique Saint-Jean et Paul abrite toujours l'urne contenant la peau martyrisée de Marco Antonio Bragadin. Chaque année, des historiens et des admirateurs viennent s'incliner devant cette relique qui symbolise le refus de céder face à l'adversité. Les chroniques de l'époque, tant chrétiennes qu'ottomanes, consacrent des pages entières à la résistance de Famaguste. Les auteurs musulmans eux-mêmes admirent le courage des défenseurs vénitiens, même s'ils condamnent leur obstination. Cette reconnaissance universelle de la bravoure transcende les divisions religieuses et politiques qui ont motivé le conflit. Le siège est devenu un symbole de résistance contre des forces écrasantes. Il prouve qu'une petite troupe déterminée, bien commandée, protégée par de bonnes fortifications, peut tenir tête à une armée immensément supérieure. Cette leçon a inspiré des générations de militaires confrontés à des situations apparemment désespérées. Quand tout semble perdu, quand l'ennemi paraît invincible, l'exemple de Famaguste rappelle que la détermination humaine peut accomplir l'impossible. Mais au-delà de l'aspect militaire, le siège de Famaguste illustre aussi les tragédies inhérentes à la guerre. Les souffrances endurées par la population civile, prise entre deux armées impitoyables, rappellent que les conflits ne se résument pas à des manœuvres tactiques et des exploits héroïques. Des familles ont été détruites, des vies brisées,
des espoirs anéantis. La trahison du traité de reddition montre comment l'honneur militaire peut être bafoué quand la haine et la vengeance prennent le dessus. Le martyre de Marco Antonio Bragadin pose des questions éthiques qui résonnent encore. Lala Mustafa avait-il le droit de revenir sur ses promesses? La résistance exceptionnelle de Famaguste justifiait-elle une telle cruauté? Les lois de la guerre, même à cette époque, prescrivaient un traitement respectueux des adversaires vaincus qui s'étaient battus honorablement. La violation de ces conventions par le général ottoman a choqué même ses contemporains musulmans. 7000 hommes contre 200 000. 11 mois de résistance acharnée. Des raids nocturnes audacieux. Des tunnels souterrains où s'affrontent des ombres. Des murs qui tremblent sous des milliers de boulets mais refusent de s'écrouler complètement. Un gouverneur écorché vif qui devient martyr. Une peau volée et rapportée à Venise contre toute attente. Une bataille navale gagnée grâce au temps acheté par le sacrifice. Ces éléments se combinent pour créer une épopée qui transcende les faits historiques bruts. Le siège de Famaguste entre dans cette catégorie rare d'événements où la réalité dépasse la fiction. Aucun romancier n'oserait imaginer un scénario aussi extrême sans craindre d'être accusé d'invraisemblance. Pourtant, tout cela s'est vraiment passé pendant les 11 mois les plus intenses de l'année, 1570 à 1571. L'histoire nous rappelle que derrière les grands mouvements stratégiques, les décisions politiques, les batailles navales décisives, se trouvent des êtres humains qui souffrent, combattent, meurent. Marco Antonio Bragadin n'était pas un héros de légende né avec une épée à la main. C'était un avocat devenu administrateur colonial qui s'est retrouvé face à un choix impossible, se rendre immédiatement et probablement être massacré avec sa garnison, ou résister jusqu'au bout et espérer que son sacrifice serve à quelque chose. Il a choisi de se battre. Ces hommes l'ont suivi. Pendant 11 mois, ils ont tenu. Et quand la fin est venue, quand ils ont enfin dû capituler, leur résistance avait déjà changé le cours de l'histoire. Sans eux, la Méditerranée aurait peut-être connu un destin différent. La flotte ottomane aurait pu consolider sa domination. La bataille de Lépante n'aurait peut-être jamais eu lieu. L'Europe aurait tremblé encore plus devant la puissance turque. Au lieu de cela, Famaguste a donné à la chrétienté le temps de s'organiser. Le sang versé sur ses remparts a fertilisé la victoire de Lépante. Le martyre de Bragadin a rallié les hésitants et galvanisé les timides. 7000 défenseurs ont prouvé qu'on pouvait tenir tête à l'empire le plus puissant du monde. Leur exemple résonne encore aujourd'hui. Rappel permanent que le courage et la détermination peuvent défier des forces apparemment irrésistibles. C'est cette leçon ultime que nous lègue le siège de Famaguste. Face à l'adversité écrasante, l'esprit humain peut accomplir des prodiges. Les chiffres ne disent pas tout. Les armées ne gagnent pas seulement avec des soldats et des canons, elles gagnent avec la volonté, le courage, l'ingéniosité, la détermination de ne jamais céder. 7000 Vénitiens l'ont prouvé pendant 11 mois sous le soleil brûlant de Chypre, et leur légende continuera d'inspirer tant qu'il y aura des hommes prêts à se battre pour ce en quoi ils croient.